Ah. Je vous en prie. Allez-y, asseyez-vous, va. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et ça me permet d'entrer tout de suite dans le sujet par la porte des affects. Vous me remontez l'énergie et le moral. Quoique, pas seulement parce qu'en vous voyant, en voyant vos beaux sourires et en entendant vos applaudissements, je sais que c'est autant de manières de dire « nous n'avons pas cru ». Nous ne croyons pas aux calomnies qui vous accablent. Nous ne croyons pas que vous soyez des antisémites, car cette accusation butera toujours sur une difficulté, et même deux. La première, c'est que nous ne sommes pas antisémites. Et la seconde, c'est qu'on finit par trouver saoulant les gens que cette idée obsède à notre sujet. Et du coup, vous ne croyez pas non plus que nous soyons, c'est la dernière accusation, des complotistes. Je me demandais pourquoi. Alors j'essaye de me repérer parce que chaque semaine il y a une ou deux vagues de charges. Alors complotiste, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Ce n'est plus l'affaire de Lyon, puisqu'il est démontré que nous avons raison, et que c'était bien un traquenard tendu par Némésis, qui doit être dissoute. Quant à l'affaire Epstein, il est clair que la vérité finira là aussi par s'imposer et que la commission d'enquête demandée par le groupe parlementaire LFI finira par avoir lieu et la vérité éclatera sur les activités des pédocriminels à mi-temps pendant 11 ans dans un 800 mètres carrés. Alors jusqu'à présent, il fallait s'occuper que de ça. Ça manque d'originalité car, aussi loin que je remonte dans le temps, les accusations sont à peu près tout le temps les mêmes. De temps à autre, on y intercale le fait que je serais un apprenti dictateur. Ce qui m'a toujours posé problème, c'est que ceux qui m'en accusent, je me dis, mais qu'est-ce qui leur permet de croire que ça puisse être intéressant de tyranniser les autres? Et c'est eux que je trouve suspects, là aussi, de cette obsession. Non, je n'en ai pas le goût. Mais on en était là. Et voilà maintenant que le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui a pris contact avec nous, le mouvement Insoumis, nous en apprend une autre, par laquelle je commence cette réunion. C'est secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Ont pris contact avec nous, ils sont respectueux, républicains, et on apprécie d'être... Non, parce que le reste du temps, les préfets ne téléphonent même pas aux députés quand ils sont agressés, des fois ils portent plainte contre eux, il y en a 2 ou 3 là au premier rang qui ont droit à des plaintes. C'est ça la vie ordinaire. Donc, quand les institutions républicaines nous respectent, on est content. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, l'institution républicaine? La semaine dernière, qu'il y avait une ingérence étrangère contre la campagne de Sofia Chikirou. Et cette semaine, je ne sais pas, ils doivent faire des brochettes par semaine, cette semaine, eh bien, il y a une ingérence étrangère contre Sébastien Delogu, François Piquemal et LFI en général. Alors, ingérence étrangère, ça veut dire un faux site avec des faux commentaires, des milliers d'images qui se répandent sur les réseaux avec des accusations et toujours des mises en scène incroyables. Comme vous le savez, quand c'est un homme, on prend 1, quand c'est une femme, elle prend 10. Et avec toute la vulgarité que vous imaginez. Alors moi, j'avais bien vu qu'il y avait un truc bizarre, parce que je voyais des photos passer régulièrement, où j'étais à tu et à toi avec M. Khomeini, que je n'ai jamais rencontré de ma vie, mais là, on se serre la main, on bouffe des pop-corn ensemble. Je me suis dit, c'est quand même curieux, cette affaire-là. J'ai vu beaucoup de monde dans ma vie, mais pas lui. Et pour une raison très simple, c'est que du premier jour où il est arrivé au pouvoir, je l'ai combattu. Alors à l'époque, c'était pas à la mode. J'en connais quelques-uns, par gentillesse, on ne va pas ressortir leur nom.
et qui aujourd'hui me font des leçons de morale, mais qui à l'époque disaient que c'était en quelque sorte les gauchistes de l'islam qui étaient au pouvoir là-bas. Ah, ils ont dû changer d'avis entre-temps. Mais moi, j'ai toujours été clair, pour une raison qui n'avait rien à voir ni avec l'Iran, ni avec l'islam, mais qui a à voir en général avec l'idée qu'on se fait d'un État républicain. Pas de religion en politique. Je remercie les trois auteurs qui rapportent ça dans le journal Le Monde. D'abord Gilles Roff, qui est le correspondant à Marseille du journal Le Monde, Monsieur Florian Reynaud, qui est un spécialiste du numérique et qui signe le papier, ainsi que Monsieur Damien Leloup, qui a fait un livre plutôt anti-Musk, et qui, à trois, ont fait cette démonstration qu'il y avait une campagne contre nous. L'article du Monde dit que les auteurs ne sont pas identifiés, alors ils évoquent dans le papier Israël. Moi, d'autres sources me disent il y a MAGA, Make America Great Again. Arrêtez, je fais des efforts quand même pour essayer de... J'aime même pas vous m'encourager. Et puis, alors nous, on regarde, on se dit, tiens, voilà du neuf. Parce que jusqu'à présent, c'était les Émirats Arabes Unis qui nous tapaient dessus. Ils s'en étaient pris à Bilongo, qui est là. Alors en plus, avec des connivences avec certains services de l'État. Là, ça, c'est pas bien. On n'aime pas les barbouzes et on l'a déjà dit. Alors, bon, ça nous fait de l'air parce que ça nous emmène dans d'autres endroits. Personnellement, je préférerais soupçonner Monaco, qui me paraît plus dans mes moyens de résistance que les Émirats, MAGA, Israël, bon. Allez. J'en viens au meeting. Mais vous l'avez prévenu, hein. Si vous voyez Sofia en train de sauter d'une branche à l'autre avec une liane, vous saurez que c'est soit MAGA, soit Monaco, soit je sais pas quoi qu'on a après elle. Et donc maintenant, je vais parler de vous. Parce que avant que je rentre dans la salle, j'ai dit alors c'est comment? Et on m'a dit, bah, tu vas voir, c'est la manif du 8 mars qui est venue au meeting. Ouais. Ah ben c'est vrai. C'est vrai. Alors, on ne va pas tourner autour du pot. C'est pas à moi de raconter le programme pour Paris. Mais déjà, il y a une chose, c'est qu'il y a un programme. Je vais en dire un mot dans un instant, mais dans cette campagne, la caractéristique commune des listes insoumises, c'est qu'il y a un programme et il y a des têtes de liste. Et la troisième caractéristique qui se révèle à travers ces têtes de liste, c'est le caractère féminin et paritaire de l'organisation insoumise. Vous savez que la présidente du groupe au Parlement européen, la voilà, c'est la plus jeune que j'ai jamais vue. La présidente du groupe à l'Assemblée nationale, elle est à Lille ce soir, et ainsi de suite. Et puis moi, je ne suis que le coprésident de Clémence Guettet, qui fait toutes les choses intelligentes, et moi le reste. Et si je vous le dis, c'est parce que le pays est en train de faire plusieurs démonstrations. Notamment, il a fait la démonstration qu'il était possible d'avoir des listes paritaires partout. Voyez-vous? Parce que quand on a imposé la parité dans toutes les listes jusqu'à 3500 habitants, et maintenant je ne sais plus où on en est, parce que je n'ai pas participé au dernier débat, plein de gens disaient « vous n'y arriverez pas, il n'y aura personne pour faire des listes, etc. » Eh bien si, le pays y est arrivé. Autrement dit, le peuple français est mûr pour une société strictement paritaire. Et nous, on essaye de suivre ce chemin méthodiquement. Et il arrive un moment de bascule où ça se fait spontanément. Alors, ça se fait spontanément, et c'est au point que non seulement les listes sont paritaires, mais que pour toutes les communes de plus de 100 000 habitants du pays, et nous sommes présents, nous les Insoumis, dans toutes ces communes, et je veux saluer l'effort de tous les camarades, partout, pour arriver à faire ces listes, pour les composer, avec tous les risques que ça comporte. Vous autres, les Parisiens, vous vivez dans une ville de 2 millions d'habitants. Alors vous, bon, 100 000, c'est que dalle, quoi. Non, partout ailleurs, c'est beaucoup. Et surtout, quand c'est moins de 100 000, c'est encore plus difficile. Mais le résultat est le suivant, c'est que dans toutes ces listes, nous sommes strictement à parité. C'est-à-dire qu'il y a 50% de têtes de liste féminines, 50% de têtes de liste masculines.
Il n'y a qu'une exception, c'est pour les 3 villes phares, celles que tout le monde regarde, commente, discute, sonde, ressonde, avec tous les comiques de la Terre, au pif, IFOP, pardon, et ainsi de suite, qui donnent des résultats absolument hallucinants, qu'on étudie avec beaucoup de sérieux, parce que c'est très sérieux chez les insoumis, il n'y a rien qui les démonte. Moi, je commence à en avoir vu pas mal dans la vie, alors je les regarde, et j'en vois un qui me dit, bon, alors là, nous voyons qu'ils sont contre les accords. Alors, qui est-ce qui est contre? Tant de pourcents pour... tant de pourcents. Contre tout accord. 63% d'insoumis sont contre les accords avec les insoumis. On est sérieux, on étudie, mais on a un soupçon sur le sérieux scientifique. Personnellement, ça fait des années que je me réfère plutôt à une grenouille, à un poulpe, ou des choses plus sérieuses, quoi, pour faire des pronostics. Et donc, voilà comme nous sommes entrés en combat. Et je vais vous dire, de toute façon, ce premier point a été acquis dans la campagne municipale, et un autre point est acquis, c'est le fait que les idées se répandent. Voyez-vous, la cantine gratuite et bio de l'Avenir en commun, maintenant, c'est partout. C'est dans toutes les listes insoumises, mais il faut dire les choses comme elles sont. D'autres aussi ont pris. Il faut dire qu'on a observé une fois de plus le manque tragique d'idées et de débats chez un tas de gens qui nous donnent des conseils, mais qui ne travaillent pas beaucoup. Donc, à la fin, ils mettent ça dans leur programme, ils ne savent pas comment ils vont faire, mais si ce n'est pas nous qui gagnons, comptez sur nous pour leur rappeler qu'ils l'avaient dit. On aura au moins gagné ça. La troisième chose qui a été acquise dans cette bataille, c'est que tout le pays comprend que l'élection municipale, d'ailleurs, il n'y a qu'à vous regarder, il n'y a qu'à regarder cette salle. Il y a un copain qui m'a mis un message avant que j'arrive là, il m'a dit, c'est quoi ce truc? C'est une élection municipale ou présidentielle? Ben ouais, les deux. Pourquoi? Non mais ne regardez pas comme ça, hein. C'est pas de moi dont je suis en train de parler. C'est de ce qui se passe, c'est ce qui se construit dans le pays. Parce que la politique, ça ne peut pas être juste des slogans, comme pour certains, des affiches et des mots d'ordre interchangeables entre les partis d'une élection à l'autre. Il faut comprendre ce que le pays dit, non seulement le jour où il vote, mais dans le chemin qui le conduit jusqu'à ce vote. Les procédures démocratiques, c'est cela qu'elles ont d'immense et de fascinant. Et pourquoi nous en sommes si résolument partisans? C'est qu'elles transforment les gens. Ce sont des processus. On nous dit « Ah, vous faites tant ». Non, non. Au début ou à la fin, on fait tant, comme vous dites. C'est ça qui compte. C'est le chemin qui est fait. La discussion. Le moment, comme racontait Ben Saïd, qui est un auteur de la Ligue communiste, qui donc, a priori, n'était pas le type le plus intéressé par les élections dans la vie, mais qui comprenait bien de quoi il s'agissait. Il racontait la magie de la discussion en famille. On sort les professions de foi, les parents disent ce qu'ils en pensent. Les parents, en général, aiment leurs enfants au point de respecter leur liberté, et souvent dès leur plus jeune âge. Alors, on dit ce qu'on en pense, on fait réfléchir. Et c'est tout ce processus-là qui nous intéresse. Nous ne sommes pas partisans de la démocratie parce qu'on, en quelque sorte, comme une faveur qu'on ferait à la bourgeoisie. La démocratie n'est pas le système de la bourgeoisie. La bourgeoisie, son système, c'est le commandement, c'est la concentration, c'est le pouvoir. Ce n'est pas le partage. La démocratie, la bourgeoisie, la classe dominante, elle n'en veut plus. C'est pour ça qu'ils ont inventé, à cette époque, où elle est en crise, comme est en crise le système capitaliste et sa pointe avancée, les États-Unis d'Amérique, que leur autorité n'arrive plus à s'exercer sur la société, si bien qu'ils sont obligés de passer à l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est l'échec de l'autorité. C'est pas son prolongement, c'est parce que l'autorité ne fonctionne pas qu'ils sont obligés de prendre des mesures autoritaires et de convaincre les gens que c'est ça qu'il leur faut. Voilà la place singulière de ce que nous appelons, pour décrire un phénomène général par un mot qui le résume, le suprémacisme. C'est pour ça que la manif du 8 mars, elle a une si grande importance cette année, parce qu'elle a dit quelque chose. D'abord, elle commence par une victoire. Les associations féministes
ont réussi à obtenir l'expulsion de Némésis de ce cortège. Ce qui prouve à tous les autres que quand on veut et quand on s'unit, on peut obtenir la victoire sur les fascistes et que c'est pas la peine de pleurnicher dans les coins. C'est la lutte qui permet la victoire. L'ennemi est l'ennemi, tout le temps. Et il n'y a pas d'autre ligne d'horizon que la victoire. Et il n'y a pas d'autre moyen que nous-mêmes. Voilà, résumé, la manière et la stratégie. Et puis, cette manifestation a fait preuve d'une conscience politique qui peut chagriner, par exemple, certains dans ma génération qui voient les choses plus segmentées, plus par compartiment. Quoi? Eh bien, que le suprémacisme, c'est en tout. C'est en tout, ça parle d'écologie, ça dit non, les êtres humains ne peuvent pas penser qu'ils vont vivre dans leur écosystème longtemps s'ils continuent à penser que cet écosystème est juste une ressource sans fond. Le suprémacisme dit que l'être humain est le maître de toute chose. Et ça vous donne MAGA, qui interdit les discussions sur l'écologie, qui nie la crise climatique. Le suprémacisme dit l'homme domine naturellement la femme, et ça vous donne des porcs du genre de M. Trump, qui se comportent comme vous le savez, et tout le reste. Mais dans leur logique, ça va de soi. Et ils construisent du masculinisme. Je ne sais pas où on a trouvé un truc pareil, mais voilà, ça existe. C'est-à-dire des gens qui affirment que cette société n'est pas supportable à cause de ça, du fait qu'on ne respecte pas la domination des hommes. Et je peux continuer, il y a la religion, la bonne, la vraie, et les autres qui ne sont pas bonnes. Et quand vous en êtes là, en général, on commence à franchir des seuils dont on ne reviendra plus jamais. Car de la haine religieuse, il est rare qu'on revienne. Et la France, par son histoire, le sait mieux qu'un autre pays. 2 siècles et demi de guerre de religion entre catholiques et protestants. On s'est tout fait dans ce pays. Et puis, bien sûr, le racisme anti-juif. Les Juifs ont été expulsés 11 fois de France par l'Ancien Régime. Il ne faut jamais oublier ça. C'est la Révolution, c'est Robespierre, c'est l'abbé Grégoire, c'est ces hommes-là qui font la décision, qui donnent la pleine citoyenneté aux Français juifs et en font des électeurs. Chose horrible pour tous ceux qui les méprisaient et les vouaient au dédain permanent. Donc le suprémacisme, après c'est la couleur de peau. C'est pourquoi la manifestation du 8, elle disait tout ça en même temps. On voyait des pancartes incroyables, on dit alors quoi? C'est la manif des droits des femmes ou? Eh ben oui, ou, et tout le reste. Parce que c'est une même vision du monde qui pose la domination comme l'acte fondateur de l'ordre social. Et c'est ça que nous combattons. C'est pourquoi c'est si dur. Mais c'est pourquoi vous avez raison d'étendre le front de cette manière-là sur tous les sujets. Pourquoi? Parce que bien sûr, nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes donc soumis à une exploitation à laquelle on nous fait consentir pour un partage inégal de la richesse produite. Mais nous sommes des êtres culturels. Nous n'accédons à notre propre vie qu'à travers les idées que nous nous en faisons de notre vie, de la signification de cette vie. Et c'est pourquoi on a raison de prendre tous les aspects par lesquels on se définit comme un être humain. Un être humain engagé pour l'harmonie. Bien sûr, c'est poétique, mais c'est très concret. L'harmonie des êtres humains entre eux suppose qu'il n'y ait pas l'inégalité ni la domination. L'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature suppose que, dans le rapport à la nature, à supposer qu'on puisse séparer les deux, l'être humain de la nature, mais dans ce rapport, naturellement, il faut que les cycles coïncident. Et le cycle du capitalisme est incompatible avec le cycle de la nature, qui lui résulte du fait que la planète fait des tours autour du Soleil. Et le capitalisme, il n'a pas le temps d'attendre. Il faut que ça soit tout de suite, que ça circule à toute vitesse. Et au fond, à la fin, la leçon de vie pour chacun d'entre nous, il y a bien un peu d'existentialisme en chacun de nous, c'est que nous sommes la somme de nos actes. Et que
le sens définitif de notre existence. Ce sont les actes que nous posons. Parce que c'est eux qui constituent en quelque sorte, à mesure que nous avançons et marchons, se crée le chemin. Regardez les gens qui sollicitent votre confiance. Évaluez-les de cette manière-là. Ne leur demandez pas tant des états d'âme, demandez-leur des états de service. Et celle-ci, notre tête de liste, ici à Paris, qui ressemble à la moyenne des têtes dures de la France insoumise dans tout le pays. Ce sont des femmes d'un genre nouveau pour d'autres générations. Comme vous la voyez là, voilà 20 ans que je mène côte à côte le combat avec elle. Mais je pense que sa manière d'être correspond à celle de beaucoup d'entre vous que je vois. Les plus jeunes, vous commencez. Les autres, ça fait déjà un moment que vous avez le sac sur le dos, la pelle et la pioche pour avancer. Elle ne vous a pas dit qu'elle était la cofondatrice de l'Internationale féministe avec Claudia Sheinbaum, la présidente des États-Unis du Mexique. C'est à moi de rappeler sa proposition de loi contre les violences obstétricales et gynécologiques dont personne ne voulait entendre parler. C'est à moi de rappeler sa proposition de loi pour la défiscalisation des pensions alimentaires. Je suis sûr que dans cette salle, il y a des tas de femmes qui comprennent très exactement de quoi je suis en train de parler. Et c'est elle qui mène à l'intérieur du comité spécialisé sur cette question, parce qu'elle est la co-animatrice du secteur international, c'est elle qui mène la réflexion sur une étude du Code du travail envisagée sous l'angle, ce Code du travail est un code qui est fait pour le corps des hommes, pas pour le corps des femmes. C'est une révolution, la révolution citoyenne dont nous sommes les porteurs est en même temps un rapport de force sociale, un rapport de force culturelle et un rapport de force intellectuelle. Il faut tout repenser pour faire naître le monde nouveau dont on a besoin. Tout, de fond en comble. De ma génération et de la sienne à lui, là, l'historien, nous amenons la mémoire de toutes ces luttes. Nous amenons nos savoirs et l'histoire elle-même dans laquelle nous choisissons les matériaux dont nous tirons les outils dont nous avons besoin pour le présent. Mais vous autres, la jeune génération, et celle qui est entre les deux, vous avez une tâche comme aucune autre génération politique n'a eu à faire face. Vous devez inventer, parce que vous n'avez pas le choix, parce qu'autrefois on avait le temps, et maintenant, il vous reste des délais. Je dis vous, mais je me mets devant, je me mets dedans et devant en ce moment. Il faut tout changer si l'on veut faire face et choisir entre les deux grands principes qui animent la vie de la société et des êtres humains. Choisissez-vous que nous ferons face à la catastrophe climatique tous ensemble, comme le disent les collectivistes que nous sommes, ou bien chacun pour soi, comme le disent les fascistes et la droite. C'est-à-dire, chacun selon ses moyens. Nous répondons, chacun selon ses besoins. Voilà pourquoi, inéluctablement, la situation roule à cette confrontation. Pas parce que nous serions seulement géniaux, nous le sommes assez, mais parce que c'est l'impasse du monde dans lequel nous vivons qui nous oblige à répondre à cette question, même si on n'avait pas envie. Et donc, nous oblige à nous affronter au système qui a produit cette catastrophe et qui produira le désastre suivant, c'est-à-dire la fin de la civilisation humaine comme on la connaît, comme on l'a vu arriver jusqu'à ce point. Si nous sommes dans la guerre aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est le résultat d'un système. Bref. J'en étais sur Sophia Chikirou. Elle a inventé bien des choses,
mais le plus beau de nos slogans. Pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. Mais, et deuxièmement, vous êtes drôlement courageux, je trouve, hein, les équipes parisiennes, là. Franchement, moi j'en ai vu des campagnes électorales, vous n'allez pas me croire, j'en suis à ma 9e, municipale. Hein. C'est la plus tartignole que j'ai jamais vue. Personne, ils discutent de rien. Ils arrivent, ils n'ont pas de programme. Des fois, tu n'arrives pas à les reconnaître les uns des autres. Ils se piquent les slogans entre eux. Tu les regardes, tu te dis, mais lequel c'est, celui-là, là? C'est lequel qui est de gauche, je ne sais pas quoi? Rien. Et là, ici, en plus, vous avez deux difficultés. Alors, ça fait trois. Hein. Un, il n'y a pas de programme chez les adversaires. Deux, ils sont interchangeables. Mais ils ne veulent pas débattre. Et trois, vous le savez, vous l'avez compris ou pas? Si vous ne l'avez pas compris, je vous l'explique en quelques mots. Comme M. Grégoire, celui-là, c'est le socialiste, dit qu'il veut d'alliance ni au premier, ni au deuxième tour avec LFI. Vous êtes obligé de vous dire, mais avec qui il compte gagner? Même sans être un aigle, hein? Ah ben, on connaît la réponse. Il y aura un troisième tour. Et donc, à Paris, vous allez pouvoir bénéficier d'une des grandes inventions du socialisme en France, qui a été créée à Marseille. Ça s'appelle la liste pochette surprise. Vous avez une liste, il est marqué dessus Rubirola, vous ouvrez, c'est Payan. Là, il y a une liste, il est marqué Grégoire, il ne peut pas gagner. Je ne vous dis pas qui c'est. Mais on a entendu dire, et vous savez que les socialistes sont champions pour ça, qu'à la fin, ils allaient s'unir avec M. Bournazel. C'est leur projet. C'est exactement ce qu'il faut à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ils ont changé d'alliance. Ils étaient alliés et élus par la gauche, par vous tous. Et puis maintenant, ils font équipe avec les macronistes. Bah, là, pareil. C'est ça leur projet. Mais alors après, vous pouvez leur faire... Ils ont zéro idée, hein, tous, hein, donc c'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est qui va avoir quoi. Alors, ça va se finir comme ça. C'est ni. Alors, ni Bournazel, ni Grégoire. Eh bien oui, c'est toujours comme ça. Et j'ai lu dans le journal, je crois que c'est Le Figaro, que déjà, il y avait des traîtres qui étaient en train de discuter pour savoir qui ils allaient mettre. Ça va être... Il faut donc se débarrasser de cette hypothèse tout de suite, parce que quand même, vous méritez mieux qu'une pochette surprise, vous méritez un résultat politique. Alors, l'autre aspect de la campagne parisienne qui me plaît bien, c'est le fascisme mondain. Ben oui, c'est la seule ville où on présente la candidate la plus à l'extrême droite comme quelqu'un qui mérite d'être observé, qui est la révélation de l'année. J'en reviens pas, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est quoi cette ville? Vous êtes devenus fous? Des fascistes mondains? Eh ben oui. Et alors, ça marche, hein? Pourquoi ça marche? Pas parce qu'elle a des idées, on les connaît, ces idées. C'est en gros, ah ben, les Arabes, les Noirs, l'islam et les filles. J'ai résumé là, hein? Mais j'ai dû dire l'essentiel. Donc c'est pas ça son sujet. Ce qui fait sa force, c'est celui qui tire les ficelles. Le vrai candidat à la direction politique de la droite dans ce pays, c'est M. Bolloré. Bien évidemment. C'est lui qui fait tout. Il écrit, il a les journaux, il a les télés, il a la radio, il a les livres, hein? Il n'y a pas. Fayard. Bon, il a les livres, il a les unes, et maintenant, il a tous les kiosques de France quand il veut. Tout d'un coup, quick, ça se transforme en panneaux électoraux à la gloire de Madame Knafo, qui ce soir se réunit aussi au Palais des Sports, dans la loge du gardien. Et alors, ils font leur réunion. Ça, c'est le fascisme mondain. Et ils n'ont pas peur, hein. Alors,
c'est pas parce que ça se veut mondain que ça l'est. Le fascisme, c'est du fascisme. Et on ne négocie pas avec le fascisme. Il faut le battre et l'écraser. Et vous savez, vous avez vu, ils mettent sur le même plan fasciste et antifasciste. On s'énerve, mais on a tort. C'est absolument illogique, c'est stupide. Le jour où il n'y a plus de fascistes, il n'y a pas besoin d'antifascistes. Mais le jour où il n'y a plus d'antifascistes, il y a encore plus de fascistes. C'est pourquoi il faut faire front antifasciste. Comme ça, la responsabilité historique qui est la nôtre à ce moment de l'histoire de France, du continent et du monde, c'est de tenir bon, inflexible contre le fascisme, les organisations fascistes, les candidats du fascisme. Tenir bon, même quand on est tout seul, même quand tout le monde vous accuse d'un meurtre que vous n'avez pas connu, pas commis, même quand vous êtes accusé, alors qu'il est évident que c'était un traquenard, alors qu'il est plus que clair que l'autorité de la police n'a rien fait, alors qu'elle était prévenue, alors qu'elle était présente sur place, alors qu'elle n'a pas répondu à l'appel. C'est un grand ménage qu'il va falloir faire, amis et camarades. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait 2 élections en une. C'est ça qu'on est en train de faire. Et vous le savez tous, parce que sinon, vous ne seriez pas venus. Je vous connais pour pas mal d'entre vous. La commune, ça vous a rarement excité. Vous avez tort. Mais là, si vous y êtes, c'est parce que vous savez que c'est ça qui est en train de se jouer dans ce vote. Et voilà pourquoi chacun va faire l'effort d'aller jusque dans le plus petit recoin où se cache le cousin, le voisin, la grand-mère, le grand-père, les neveux, les nièces, les cousins. Tout le monde au bureau de vote, tout le monde contre les fachos. Voilà. Madame Knafo est dangereuse. En toute hypothèse, et quel que soit son score, elle est dangereuse. Et nous ne pouvons la faire reculer que d'une seule manière, en étant plus nombreux que tous les autres. Voilà la ligne stratégique. Et par pitié, qu'on arrête de s'émouvoir de la trouvaille de l'année. Elle est d'une banalité absolue, comme tous les fascistes. Le code génétique du fascisme, en France, c'est la capitulation devant l'occupant. Et là, elle a été aux États-Unis pour voir M. Trump être investi. Elle était invitée de Trump. Et vous voulez qu'elle soit devenue quoi en revenant? Et ce qu'elle en a dit, elle a dit il y a une véritable convergence sur le fond. Ce vent qui souffle aujourd'hui sur les États-Unis soufflera demain en Europe. Et elle dit on gagnerait à s'en inspirer. Vous êtes prévenus? Vous êtes prévenus? Donc il faut agir en conséquence, car c'est à ça que sert la conscience et l'intelligence des situations. Elle, c'est Trump à Paris. Et vous avez vu comment elle a parlé du président de la Colombie? Elle a dit, vous avez vu Gustavo Petro, le président de la Colombie qui protestait contre le fait qu'on arrête les Colombiens dans la rue. Trump a fait les gros yeux et aussitôt, quick, il s'est écrasé, dit-elle. Mais Gustavo ne s'est pas écrasé. Je vous passe les détails, sinon on est là jusqu'à demain matin. Mais ce qui reste, camarades et amis, c'est que ce chef d'État qui a dit « J'avais juré que je ne reprendrais plus les armes, mais si les gringos reviennent, je prendrai les armes de nouveau. » Et il a dit, il a arrêté tout accord commercial avec Netanyahou. Et ainsi de suite. Il a tenu bon, il a tenu tête. Tout le monde lui disait, vous êtes tout seul, il va vous écraser. Il y a 5 bases gringos là-bas, en Colombie. Et le gars, il résiste tout ça. Et il continue. Même quand Trump va chercher Maduro et l'enlever, il continue. Eh bien, le résultat, le voici.
Il y avait des élections dimanche et nous les avons gagnées. Le fasciste capitule. Le fasciste aime la débâcle. Voilà pourquoi, face aux martyrs du Liban, cette agression honteuse dont fait l'objet ce pays, et devant une Europe qui, une fois de plus, ne fait rien, et devant un gouvernement français qui attend que ce soit une invasion pour enfin dire et faire quelque chose, je m'y trouvais ce mois de janvier où Joseph Aoun était seulement le chef d'état-major de l'armée libanaise. Et la discussion que n'importe qui pouvait avoir avec lui montrait que l'armée libanaise n'était pas en état de protéger la frontière qui la sépare de ce voisin agressif. Et que c'était le moment où il fallait aider le Liban à avoir une armée pour se défendre. Et ça n'a pas été fait. Ceux qui ont refusé ces moyens sont coupables de la situation d'aujourd'hui. Ceux qui ont laissé faire le génocide à Gaza ne peuvent pas faire autre chose que de constater que le crime a encouragé le crime parce qu'il était impuni et que dorénavant, c'est tout Beyrouth qu'on est en train de bombarder et de détruire. Et que se passe-t-il ? Voici Monsieur Jacobelli, un des grands esprits du Rassemblement national. Qu'a-t-il à dire sur cette situation ? Voici ce qu'il dit à propos de cette population qui a été sommée par Netanyahou en quelques heures de quitter son domicile, son logement et de s'enfuir. Où ? Ils ne savaient pas. De quelle manière ? Ils ne savent pas. Tout le monde est perdu, paumé. Des milliers de pauvres gens. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il ne dit pas « cessez ». Il ne dit pas « je condamne ». Il dit « il faut que l'évacuation se fasse dans les meilleures conditions possibles ». Ces gens sont encore tout remplis de la divine surprise, comme disaient leur père et leur mère. Celles qui les avaient vus triompher sans avoir besoin de bouger le petit doigt. Ceux qui disaient plutôt Hitler que le Front populaire. Ceux qui étaient portés par la parole du traître Pétain, qui dit « nous avons demandé à l'ennemi les conditions honorables, il n'y a pas de conditions honorables quand tu capitules ». Et ces gens tout désorganisés, transformés en une déroute épouvantable, leur reddition, les voilà comme ils sont. Par conséquent, puisque vous m'applaudissez comme vous le faites sur tous ces sujets, c'est que nous avons en commun la conscience du fait que les questions internationales, les questions globales sont des questions locales qui nous concernent directement. Nous sommes tous membres d'une manière ou d'une autre de la civilisation humaine portée par une espèce de singe nu particulière qui s'appelle Homo sapiens. Je ne sais pas pourquoi sapiens, parce qu'il n'est pas trop prouvé, mais bon, c'est ça que nous sommes. Et nous sommes dans un moment décisif de l'histoire. Et nous en sommes protagonistes. Notre réunion est un moment politique, fondateur dans la ville de Paris. Parce que nous nous sommes vus, nous savons que nous sommes nombreux. Nous savons que nous sommes de tous les milieux, de toutes les origines, porteurs de 1001 cicatrices de la vie, mais aussi de 1001 enthousiasmes qui nous ont construits. Nous sommes cette force. Alors, c'est cette force sur laquelle va reposer, à travers cette élection, et puis la suivante, évidemment la suivante, c'est-à-dire la conquête du pouvoir de l'État, l'élection présidentielle de 2027. Nous la préparons en ce moment même, avec les outils de cette campagne. Et nous devrons ensuite, l'une et l'autre victoire, utiliser toutes les positions que nous aurons conquises pour changer la trajectoire du monde. Si la France est gouvernée par les insoumis, l'histoire du monde change. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'ils ont si peur. C'est pour ça qu'ils nous craignent. Si Sophia Chikirou et son équipe sont maires de Paris, alors Paris deviendra non pas la capitale de la paix, comme c'est pédant, mais une capitale pour la paix, une capitale refuge des exilés politiques, une capitale qui ne pratique pas le clientélisme sordide auquel nous avons été confrontés quand sur la Tour Eiffel, le jour où on a reconnu l'État de Palestine,
la mairie s'est sentie obligée d'y mettre en même temps, sur la même tour, l'agresseur et l'agressé, comme si tout ça se valait, comme si tout ça en était au même point. Et puis, notre tâche, car c'est très proche de 2027, vous avez compris, la guerre qui a commencé, elle va s'arrêter localement, on ne sait pas quand, elle va s'arrêter. Mais la guerre globale à laquelle travaillent les États-Unis d'Amérique et leurs alliés dans diverses régions du monde, celle-là ne s'arrêtera pas, tant qu'ils n'auront pas eu le dernier mot. Les États-Unis d'Amérique sont une puissance intrinsèquement nocive. Ils sont en guerre depuis le jour où ils ont été créés. D'abord un génocide, celui des Indiens, puis la guerre avec tous les voisins, en piquant la moitié du sol du Mexique, et ainsi de suite. Alors il y a des moments où, en effet, des milliers de jeunes gens sont venus mourir dans une guerre qui n'avait eu lieu que parce qu'on avait permis qu'elle ait lieu et parce qu'on avait permis que les fascistes et les nazis s'installent. Et les États-Unis d'Amérique, à ce moment-là, ne disaient rien. Et Henry Ford a été décoré par Hitler en personne. Et toutes ces erreurs ont conduit à des crimes, et encore des crimes, et encore des crimes, jusqu'au moment où il a fallu venir mourir pour arrêter ce processus. Voilà l'histoire comme elle est. Le droit international a été détruit, comme nous vous l'avons dit et vous l'avez compris en même temps que nous, le jour où a commencé le génocide à Gaza, qui signifiait ce jour-là qu'il n'y avait plus un droit international, qu'il y avait 2 poids, 2 mesures tout le temps. Et quand il y a 2 poids, 2 mesures, ça veut dire qu'il n'y a plus de mesures du tout. Et c'est cette violence de la loi du plus fort qui, depuis, déferle. Au tout début, nous avons dit dans nos réunions, vous verrez que tous les apprentis tyrans de la terre vont se dire, puisqu'on peut le faire là, alors on peut aussi le faire ici. Et c'est comme ça que Paul Kagame est entré en République démocratique du Congo pour s'emparer d'une partie du territoire. Et c'est comme ça que la même chose s'est produite au Soudan. Et c'est comme ça, dans tous les endroits où il y a un conflit de frontières. Mesdames, Messieurs, il y a 115 conflits de frontières dans le monde qui étaient jusque-là jugulés, cadenassés et en quelque sorte conduits, guidés vers une direction, celle de la diplomatie et du droit international. Nous autres Français aussi, nous avions des conflits de frontières. Je ne parle pas avec les Allemands, je parle avec le Suriname. Eh bien, on aurait pu dire un conflit de frontières avec le Suriname. On rigole, non? On n'a qu'à envoyer le porte-avions dans la rivière Maroni. Eh bien non, nous sommes passés par des accords internationaux, par le tribunal de La Haye. Et nous avons accepté les décisions qui ont été prises comme des gens civilisés. Si bien que la frontière a été définie il y a 2-3 ans, pas plus, entre le Suriname, tout petit pays, et la France. Voilà comment il faut faire. On peut faire comme ça. On peut le faire dans tous les domaines. La guerre n'est pas inéluctable. La guerre est inéluctable pour celui qui veut continuer à dominer alors que plus personne ne veut qu'il continue à dominer. Le droit international a été détruit et l'une des conséquences que nous avons sous les yeux depuis 2 jours, c'est l'ignoble agression du Liban. Mais de toute façon, et quoi qu'on pense, il n'est pas acceptable que l'Iran ait été attaqué par les États-Unis d'Amérique et Israël. Il n'est pas acceptable qu'on ait enlevé Maduro. J'insiste, je ne reprendrai pas la formule du président de la République. Vous savez, mesdames, messieurs, que quand on est dans des situations comme celle dans laquelle on se trouve, on doit toujours faire attention à ce que l'on dit, parce que l'écho arrivera à l'ennemi. Et l'ennemi ne doit pas pouvoir se dire que les Français sont tellement divisés qu'ils n'en feraient qu'une bouchée. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je dis ça. C'est parce que vous n'avez pas réalisé totalement la situation. Je suis obligé de vous le dire. Ils ont décidé que les avions des gringos pouvaient se poser à Istres. Istres, c'est à côté de Marseille. Donc, Marseille est devenue une cible. Vous le comprenez? Une guerre, c'est pas un jeu vidéo. Tout le monde le sait dans cette salle. Vous avez vu comment l'Iran, ripostant contre l'agression, frappe ici, là, 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 tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre liés à l'invasion de leur pays et aux destructions dans leur pays. Petit à petit,
nous finirons par être co-belligérants. Et nous devons nous arc-bouter pour ne pas l'être, comme nous l'avons fait à propos de la Russie qui a envahi l'Ukraine en effet, et que nous avons condamné cette invasion dès la première heure. Non seulement parce que nous défendons le droit international, mais parce que nous, les Français, nous avons été envahis 4 fois. Et donc, nous ne sommes pas d'accord pour payer le prix qu'il y a à se libérer de l'envahisseur après. Donc, on préfère s'en libérer avant. Et quoi qu'il arrive, nous dirons, le droit des peuples, quand il faut faire la paix, c'est qu'ils donnent leur avis sur l'accord de paix. Là, je suis en train de vous parler de l'Ukraine. Autrement dit, si comme l'ont décidé les Russes et les Américains, les frontières doivent changer entre l'Ukraine et la Russie, notre position est que la population concernée par ce changement de tracé de frontières doit pouvoir voter. La démocratie doit être au service de la diplomatie et de la fin des guerres. Par conséquent, nous n'acceptons pas que Netanyahou ait décidé de créer une zone tampon dans le Liban Sud. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de zone tampon? C'est une annexion. Nous n'acceptons pas l'annexion. Et nous n'acceptons pas l'annexion du plateau du Golan, qui est occupé depuis 1967. Et s'il doit y avoir des discussions à ce sujet, je préfère dire tout de suite qu'alors nous serons pour que les gens votent. S'ils veulent changer le tracé des frontières et que tout le monde se met d'accord, il faudra néanmoins, en plus, demander aux gens s'ils sont d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, on ne change pas le tracé des frontières. Voilà le fond de l'affaire. Le droit international doit être reconstruit. Méfiez-vous des gros malins style Attal, qui joue des biscottos qu'il n'a pas, et qui dit « Eh bien, tout ça, le droit international, c'est totalement impuissant. Nous sommes à l'ère des puissances. » Je viens de vous le dire, l'ère des puissances, c'est quand Marseille devient une cible. Et vous devez le savoir, vous êtes une cible, parce que vous êtes la capitale des Français, et que un coup sur elle vaut comme 10 coups sur tout le reste du pays, et que vous êtes extraordinairement vulnérable, parce que vous êtes la seule capitale au monde qui a, à l'amont du fleuve qui le dessert, une centrale nucléaire, celle de nos gens. C'est pourquoi, quand vous parlez de la guerre, il faut la regarder dans tous ses aspects. Je vais aussi vite que je peux, mais je vous les décris. D'abord, l'aspect humain. Des milliers de gens meurent dans une guerre. C'est insupportable. Ils ne méritent pas de mourir. Et le reste périt écrasé. Toute cette douleur, toute cette souffrance. Et pourquoi, je vous prie? Et puis, il y a l'impact géopolitique. La guerre va se propager de tous côtés. Je vous ai dit 115 pays qui ont un conflit frontalier. Et puis, quelque chose qu'on dit moins souvent, c'est l'impact écologique. Nous ne sommes pas seulement écologistes les jours de fête, ou quand il faut finir le programme en y mettant quelques mesures qui fassent verdure. La guerre est une catastrophe écologique. Netanyahou répand du phosphore au Liban. Il répand du glyphosate sur la frontière. Le glyphosate qu'on veut vous faire bouffer. Les dépôts d'essence qui ont brûlé à Téhéran ont infecté des milliers de bronches, de poumons, des petits, des grands, des anciens et des plus valides. Et ils le paieront dans leur chair pendant des années. C'est une catastrophe écologique. La crise écologique est dans la guerre et elle est entrée en jeu. Quand Netanyahou fait une zone tampon au Liban, il s'approprie la rivière Litani, c'est-à-dire qu'il règle en partie les problèmes de manque d'eau qui sont posés à son pays. Quand il s'installe au Golan, il s'approprie les sources qui alimentent les fleuves qui vont sur d'autres territoires. La crise écologique, la solution guerrière qui est « je prends tout pour moi » est dans la guerre. Et il est bien dommage qu'on en parle si peu. Et puis bien sûr, c'est une guerre impérialiste, c'est-à-dire qu'elle consiste à prendre aux uns ce qui est à eux pour se le donner à soi-même. Il est clair qu'en créant cette zone tampon, Netanyahou s'empare en même temps de l'espace de mer qui se trouve en face de lui
à cet endroit et qui était une zone disputée entre le Liban et Israël pour savoir qui possédait ce gisement de gaz et de pétrole qui se trouve là, et qui fait jonction avec l'autre gisement de gaz et de pétrole qui est pile poil en face de Gaza. Si vous voulez comprendre les guerres, suivez les fleuves, suivez les pipelines. Et alors, vous comprenez que sur leur trajet, la guerre est la solution de ceux qui ne peuvent ou ne veulent s'entendre. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ça, c'est pour Netanyahou. La domination sur une région est régler des questions qui sont vitales pour lui, mais aussi pour les autres. Parce que les Syriens aussi, ils boivent de l'eau. Parce que les Libanais aussi, ils boivent de l'eau et ils ne peuvent pas vivre sans. Et parce que les richesses qu'il va s'approprier en eau et en pétrole sur le plateau du Golan, les richesses qu'il va s'approprier dans la mer, sont celles que n'auront ni les Libanais, ni les Syriens, ni les Palestiniens. Voilà les enjeux actuels de la guerre, mais ils sont bien plus nombreux, vous le savez comme moi. Les États-Unis d'Amérique jouent leur domination sur le monde. Les États-Unis d'Amérique, quand ils interviennent dans le détroit d'Ormuz, coupent la route des approvisionnements des Chinois. Les États-Unis d'Amérique préparent la guerre avec la Chine et coupent en ce moment les routes une derrière l'autre. C'est ça qu'ils font. Le Groenland, c'est pour couper le passage du détroit de Bering. Et que dit M. Bardella? Il dit « dont acte ». Voilà ce qu'est l'extrême droite. L'agent du trumpisme, du suprémacisme, parce que tout ça, c'est une seule et même chose. Et quand les autres sont dans le détroit d'Ormuz, attention, regardez la carte. Je vous jure, faites ça quand vous rentrez chez vous. Vous regardez pour vous rendre compte en vous disant « si c'est moi qui devais m'en occuper, qu'est-ce que je ferais ?» Regardez bien la carte. Dans l'endroit, vous avez le golfe Persique, là, ça se passe comme ça. Ici, il y a le golfe Persique, le détroit d'Ormuz. Là, il y a la mer Rouge, le canal de Suez. D'accord? Les bateaux, ils vont comme ça pour aller en Asie. Et sinon, ils vont comme ça dans le canal. Les deux prochains points de guerre sont à ces deux endroits. Le canal et le détroit d'Ormuz. Le président de la République dit que, dans une attitude tout à fait défensive, on va ouvrir la route du détroit d'Ormuz. Regardez la carte. À l'endroit où s'avance Oman, en face, il y a l'Iran. Entre les deux, il y a moins de 50 kilomètres, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'eau internationale. D'ailleurs, ni les États-Unis, ni une bonne partie des pays qui sont là n'ont signé les conventions des droits de la mer. Et par conséquent, c'est un accord bilatéral entre Oman et l'Iran qui règle les conditions de la circulation. Il n'y a pas d'espace qui est à personne. Il y a un bout qui est aux uns et un bout qui est aux autres. Libérer, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire empêcher que ça soit coupé. On va empêcher qui de couper quoi? Voilà pourquoi les mots ont une importance. Le président de la République ne peut pas se contenter de dire « nous ne pouvons pas approuver l'intervention des États-Unis et d'Israël ». Il doit dire « nous condamnons cette intervention ». Et quand il dit « nous condamnons », alors il y a une conséquence. Il y a un mot d'ordre immédiat. Cessez le feu. Cessez le feu. Arrêtez de tirer. Vous n'avez pas le droit. Ça vous paraît évident, hein? Ben, ça n'est pas pour tout le monde. Parce que lui, c'est pas ça qu'il a dit. Moi, j'ai un problème dans la vie, c'est les papiers. Lui, il dit, il faut que Israël cesse au plus vite son action. Il faut finir de balayer le plus vite possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Liban est un endroit où on passe, et mieux vaut passer vite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incroyable de dire ça. Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il dit rien, il fait du bruit avec sa bouche. Il dit rien. Vaut mieux arrêter de bombarder. Vaut mieux, oui, tout le monde est d'accord. Et toi, tu fais quoi? Parce que si nous gouvernions, que ferions-nous? Nous ne serions pas là, en train de dire « Ah, comme c'est dommage, le droit international n'est pas respecté ». Nous irions voir les Espagnols qui ont commencé à résister, et on leur dirait « Vous plus nous, ça fait deux ».
Et je vous mets mon billet, moi, qu'avec les gens qui constituent notre équipe, parce qu'on a une équipe d'élite pour ce qui concerne les affaires étrangères, des diplomates, des militants politiques ont une tête comme ça, tout bien rempli, tout bien fait. On saurait qui aller voir, un par un, pour dire « vous venez avec nous faire le front du refus ?» Et moi, je vous parie qu'en quelques jours, nous aurions une majorité d'États et de nations qui diraient « il y en a marre de la guerre des impérialistes, nous voulons la paix, nous voulons le droit international, et nous marchons avec les Français. » La France peut faire ça. Voilà. Et si vous avez la mairie de Paris, ça veut dire que, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les chefs d'État du monde qui passent à Paris sont en général reçus à la mairie de Paris. Ça veut dire que vous êtes en état de créer des liens avec tout le monde, un peu comme fait en ce moment notre camarade Younous Omarjee, qui est vice-président du Parlement européen et qui a cette tâche, et qui, à l'heure qu'il est, faisant son travail et dans les mandats qui lui sont confiés, connaît, morceau par morceau, un peu tout le monde. Et donc, j'en suis sûr, le moment venu, nous donnera toute l'aide dont on a besoin. Hein, parce que vous les avez vus, la bande à Aubry, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Et je vous ai dit il y a un instant que la guerre avait un contenu écologique. Alors nous avons le droit d'exiger que les sites nucléaires soient protégés par des casques bleus et que ni Netanyahou ni Trump n'aillent leur tirer dessus comme ils sont en train de le faire au Liban. Des casques bleus, parce que nous ne croyons pas au système général des informations israéliennes qui sont données dans les chaînes d'information continue en France. Nous ne croyons pas qu'après des nuits de bombardement, il y ait 3 blessés, dont un qui s'est coincé la main dans la porte. Nous croyons qu'il y a des centaines de morts de tous côtés. Et nous les pleurons tous. Aucun Israélien ne mérite de mourir. Aucun Iranien ne mérite de mourir. Aucun Palestinien ne mérite d'être traité comme il l'est aujourd'hui. On peut faire la paix autrement. Le dire, c'est le vouloir. Nommer les choses, c'est avancer. Avancer, c'est ouvrir un chemin. Voilà les choses simples de la vie. Le reste sont des capitulations honteuses d'individus qui ne savent rien faire de la puissance qui leur a été confiée, qui ne comprennent pas la profondeur de l'histoire. On ne peut pas vaincre le peuple iranien pour la raison qu'il est là depuis 3 millénaires et que ce qu'il vit aujourd'hui est un moment parmi d'autres. Et que, comme l'a dit excellemment Maximilien Robespierre, les peuples n'aiment pas les missionnaires armés, ils ne les ont jamais aimés, et les Iraniens ne les aiment pas davantage que les autres. Et quand les impérialistes viennent et disent que la guerre qu'ils ont déclenchée va permettre de changer le régime, peut-être que ça peut leur permettre de changer la marionnette qu'occupe le pouvoir, mais les peuples, le peuple iranien, les femmes, les hommes qui sont là, eux, ils ne peuvent pas manifester pour la liberté sous les bombes, parce que leur unique préoccupation à cette heure, et la seule chose de raisonnable qu'ils aient à faire, c'est de résister et de tâcher de rester en vie, parce qu'il y a un peuple iranien si les Iraniens vivent. Voilà comment il faut combattre la guerre. Et nous nous honorons d'avoir rencontré les opposants de gauche, comme nous avons rencontré, aidé et soutenu les opposants de gauche russes, ukrainiens. Nous les avons rencontrés et avec eux, nous portons le même message pour le futur de l'Iran, que ce soit les Iraniens eux-mêmes qui le décident, ni Shah, ni Mollah. La dernière conséquence, mais non la moindre de cette guerre, c'est la conséquence économique. C'est assez compliqué à se demander si ça leur échappe ou c'est ce qu'ils ont voulu. Parce que les États-Unis d'Amérique, ils trouvent leur compte parce que d'un seul coup, ils plombent toute l'économie de l'Asie. Alors vous direz, l'économie de l'Asie, c'est la leur aussi. Oui, mais ça renforce l'idée trumpiste simplette, d'après laquelle, à coup de droits de douane et d'empêchement, va surgir spontanément des États-Unis d'Amérique une économie développée, une réindustrialisation et le reste. Voilà comment ils voient les choses.
Et puis l'autre idée, c'est qu'il prépare la guerre avec la Chine, mais finalement, c'est la même chose. La conséquence, c'est que, bien sûr, pour toute l'Asie, le pétrole qui sortait d'Iran pour y aller n'ira plus. Donc tous les prix vont monter. Certaines fournitures ne pourront plus être faites tout simplement parce qu'il n'y a pas de pétrole pour faire circuler les bateaux. Et quand je parle de produits, par exemple, ceux qui sortent de Taïwan, qui sont des puces, des choses comme ça, dont toute l'économie du monde a besoin. Je ne vous fais pas le tour en détail, mais vous comprenez l'idée. Il va y avoir des carences et on va importer forcément de l'inflation. D'abord, à cause du prix du pétrole, vous l'avez vu. Vous le voyez déjà. Là, actuellement, au tarif où on est, ça vous bouffe 100, 150 euros par mois de plus. Et c'est pas fini. C'est la raison pour laquelle les tensions entre les classes sociales vont se durcir. Parce qu'à la fin, il faut savoir avec quoi on compense. Et vous avez un débat. Aurélie Trouvé-Covoissy a déposé une proposition de loi pour le blocage des prix de l'énergie et des prix de première nécessité au nom du groupe parlementaire. Alors, Bardella, on doit quand même considérer ce que dit l'adversaire. Il dit que des choses... Je vous le lis, hein. À partir du moment où une grande partie de ce qui est vendu à la pompe relève de la fiscalité d'État, il faut que nous baissions les taxes sur le carburant pour que l'État ne s'enrichisse pas durant la crise. Quelqu'un peut expliquer à ce gars que même si vous bloquez les taxes, les prix peuvent continuer à monter? Quelqu'un peut dire à cet homme, tu sais que nous, on a compris. La question qui est posée, c'est qui paye? Est-ce que c'est les citoyens, parce que leur État aura moins de revenus, qui vont donc se traduire dans tous les budgets, ou bien est-ce que c'est Total? Nous pensons que c'est Total qui doit raquer. Et je dis à monsieur le chef de Total que dans cette circonstance, on va se contenter de le tondre, mais modestement. On s'arrêtera à la peau et il n'y aura peut-être même pas besoin. Parce que Total a fait les plus grands bénéfices de toute l'histoire du capitalisme français au cours des 3 dernières années. Je vous la redis. Total a fait les plus grands bénéfices, 19 milliards en 2023, qu'ait jamais fait une entreprise en France. Et Total, c'est quelque chose qui vient de loin. Celui qui a inventé ça, c'est François Ier. Ça s'appelait la Compagnie des Indes et des huiles des Indes. D'accord? Et après, ça a continué, jusqu'au point où on est aujourd'hui. Total, ça a été nationalisé. Puis Chouïa dénationalisé. Total est à nous. Et le moment venu, ça se vérifiera, dès qu'on aura commencé à gouverner ce pays et à prendre des bonnes décisions. Mais en attendant, aujourd'hui, Total peut payer. C'est-à-dire prendre sur ses marges ce qu'il faut rendre aux citoyens. Total le peut. Alors, il a tort, M. Bardella, de dire que c'est la question des taxes. Et puis après, il en dit une autre, je vous la lis, c'est pour la gourmandise. Alors on lui dit, Madame Trouvé, les insoumis, la moitié du plateau d'information continue s'évanouit, à ces deux noms épouvantables, parce qu'ils suivent quand même ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que quand je dis on va rendre à partir de l'argent de... Ils ont compris ce que veut dire le blocage des prix. Si tu ne veux pas trop perdre, eh ben déjà t'arrêtes d'aligner les prix de l'électricité sur l'usine la plus pourrie de gaz qui a lieu ailleurs en Europe, parce que c'est ça le système européen aujourd'hui. D'accord? Ils savent qu'une chose en entraîne une autre, comme tu disais tout à l'heure, un petit bout de fromage pour terminer le petit bout de pain, puis un petit bout de pain, bon voilà. Et bien là, ça sera pareil avec le blocage des prix. Donc ils ont compris ce qu'on veut faire. Mais ce n'est pas seulement les gens dont je parle, moi. Je parle aussi des petites entreprises. Parce que ça nous intéresse qu'elles ne se cassent pas la figure dans cette affaire. Qui s'en occupe? Nous. Comment, Mélenchon, tu veux faire quelque chose d'utile pour les petits patrons? Mais qu'est-ce que les je fasse d'autre? Ils sont là. Ils sont comme nous, ils ne peuvent pas partir. Donc ils sont là.
Et nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait des milliers de petites entreprises qui ferment. Ce n'est pas notre intérêt. On a intérêt à ce qu'elles vivent. Et je vais vous dire une bonne chose pour que tout le monde s'en rappelle, pour comprendre le monde réel dans lequel on vit, pas celui des gravures et des images du XIXe siècle. Le monde dans lequel on vit, c'est qu'un petit patron sur deux n'a pas d'autre employé que lui-même. Ce qui signifie que ce que nous appelons petit patronat, c'est une catégorie sociale qui ne peut plus être analysée comme elle l'était auparavant, même si, bien sûr, ils exploitent, mais qui? Eux-mêmes. Il faut comprendre ça tel que ça se présente. Quand vous avez des milliers d'auto-entrepreneurs, moi j'ai fait comme les autres, j'ai dit « Ah, c'est auto-esclave hein ». Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le gars, la fille qui fait ça, il défend sa dignité personnelle. Il dit « Moi, je gagne ma vie tout seul. Et je veux pas avoir de chef. » Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça. On doit partir de ce qui existe, des aspirations humaines. Bref, nous, dans cette affaire de blocage des prix de l'énergie et des prix de l'alimentation, nous défendons tous ces gens en même temps. Et nous leur proposons de faire bloc ensemble dans le moment dans lequel on est, contre Total, contre Bardella. Alors, comme il nous voit arriver, Bardella, il mobilise tout ce qu'il a de neurones de combat. Il dit « Je ne suis pas pour le gel des prix. On est dans une économie ouverte. On est dans une économie de marché. » Ah bon? Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas une économie de marché, c'est le président de la République qui fixe les prix en établissant les droits de douane. Enfin bon, même Brejnev, des fois, elle n'en faisait pas autant. Les économies qui mettent en œuvre les mesures communistes ou de la France insoumise, deux abominations absolues pour lui, hein, communiste ou insoumis, c'est, devinez, le Venezuela ou c'est Cuba. Cela se traduit par des inflations qui sont absolument délirantes et qui sont toujours les classes populaires qui finissent par trinquer. Ben non, mon petit gars. Primo, je vais dire une chose, puisque j'ai dit Cuba. Je veux dire par amitié, pour l'honneur, que notre pensée se tourne vers le martyre que subit le peuple cubain qui est privé de tout aujourd'hui. Vive Cuba! Vive le peuple cubain! Vive sa résistance! Aquí somos compañeros. Adelante. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire maintenant? Je sais que ces images iront jusqu'à Cuba. Je ne sais pas comment elles seront reçues, je pense très bien. Ça leur fera chaud au cœur. Mais je dis à M. Bardella, non, M. Bardella, il n'y a pas qu'à Cuba et au Venezuela, il y a un autre pays catastrophique, peuplé de communistes et d'insoumis, la France. Et en France, il y a le Code du commerce. Et dans le Code du commerce, article 410.2, il est prévu de bloquer les prix. Il y a eu un moment en France où tous les prix étaient administrativement fixés. J'espère qu'on ne fera pas un truc pareil. Je ne me vois pas en train de fixer le prix du coiffeur et je ne sais quoi encore. Enfin bon, ça existe. Et quand est-ce qu'on a appliqué ça? Eh bien, figurez-vous, justement, pendant la guerre du Golfe. Et c'est Rocard qui avait décidé cette affaire-là. On a bloqué les prix. Et la deuxième fois, M. Macron, le grand capitaliste, l'ami du centre extrême, etc., etc., cette fois-ci, c'était pour le prix du gel et des masques. Donc, le blocage des prix est une mesure qui se prend dans des circonstances extraordinaires, et nous sommes dans une situation extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez de plus extraordinaire qu'une guerre qui vous prive de vos livraisons? Voilà pourquoi tout ça se tient. Et dans cette tension qu'il va y avoir, quand les gens vont commencer à se dire « comment je m'en sors ?» vu ma paye qu'augmente pas et vu les prix qu'augmentent. Quand ils vont commencer à se dire « alors, il est peut-être temps de commencer à partager autrement. Comment tu l'appelles, le gars qui dirige Total? Et l'autre là-bas, qui sait? Ça va se passer comme ça. À ce moment-là, la masse immense du peuple a besoin d'avoir son outil d'appui. Vous le savez tous, sinon vous ne seriez pas là. Et cet outil porte un nom, RFI, insoumis, qui ne cède pas et qui mène la bataille. Si vous n'avez pas les insoumis, vous n'avez plus rien. Vous êtes tout seuls, isolés, chacun dans votre coin. Voilà ce que nous avons construit, nous tous, pas seulement nous là,
Nous tous. C'est ça la trouille qu'ils ont. C'est qu'ils savent qu'on sera là et qu'on ne cédera pas. Et eux, ils se préparent. Eux, ils ont réussi à faire l'union entre eux, idéologique. Ça va de l'extrême centre à l'extrême droite pour trouver que Pétain est un grand militaire et Maurras un grand intellectuel, qui sont deux voyous, traîtres à la patrie, antisémites et assassins. Et tous les autres avec, qui sont là aboyés en cadence, qui ont réussi à mettre à l'ordre du jour les thèmes les plus pourris de l'extrême droite qui finissent par passer pour des choses normales, où on nous traite, nous, de fascistes. Parce que M. Bardella dit que nous avons un air de fascistes des années 30. On en est là en France. Les autres pays se disent « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Les copains téléphonent. Où vous en êtes? Comment c'est possible une chose pareille? Eh bien, c'est possible. Voilà M. Retailleau qui dit « LFI a rompu avec la République. J'appelle solennellement toutes les forces démocratiques à faire barrage à l'extrême gauche. » Bardella dit « S'il y a la possibilité au second tour, je n'exclus rien. Et s'il y a la possibilité de l'emporter ou éventuellement de faire barrage à des candidats incendiaires de la France insoumise, je dis travaillons ensemble. Et Mme Knafo, que vous êtes chargée d'occuper, nous y arriverons, dit-elle, à une seule condition, en nous unissant. Personne ne peut gagner seul. La seule stratégie qui conduise à la victoire, dit-elle, c'est l'union des droites. C'est mathématique. Autrement dit, eux, ils ont des stratégies, des organisations, des porte-paroles qui, à la base, ont déjà réussi leur jonction. Les disputes d'appareils ne doivent pas être prises par nous pour la réalité de ce qui se passe sur les bases de la droite et de l'extrême droite. Ils sont déjà ensemble. Et par conséquent, le danger s'est accru d'autant. Mais il ne sert à rien de regarder le danger pour s'en effrayer comme un lapin devant des phares. Le danger doit être vu, analysé et trouver le point de passage par lequel il est possible de le renverser, de retourner la situation. Personne ne sait ce qui se passe en ce moment dans ce peuple. Je sais une chose, c'est que vous êtes nombreux à toutes les réunions. Et les gens qui viennent là, je vois comment ils applaudissent, comment ils sourient. Qu'est-ce qu'ils disent après? Ils sont conscients. Le 8 mars, on a vu une grande manifestation consciente. Le niveau intellectuel et de compréhension des événements et des tâches qu'il y a à accomplir s'est élevé dans notre peuple. Et nous devons continuer à l'encourager. Pour cela, il ne faut pas démoraliser ces éléments les plus fragiles. Qu'est-ce que je veux dire? La décision du Parti socialiste est d'une stupidité, en même électorale, et d'un danger politique absolu. C'est la première fois qu'on voit une chose pareille. Ils ne veulent d'union ni au premier ni au deuxième tour. Nous avons des dizaines de raisons de ne pas avoir très envie de les voir. Mais par-dessus tout, nous avons toujours été des êtres conscients. Nous avons réalisé un fait sans précédent dans l'élection de 2022 et de 2024, c'est l'union au premier tour. Et comme ça, avec la NUPES puis le NFP, nous avons gagné le premier tour de 2022 et le deuxième tour de 2024. Et pourtant, on avait déjà des raisons de ne pas être content d'eux. Ce qui doit l'emporter en toutes circonstances, c'est le choix stratégique que l'on fait. Car ce que vient de faire le Parti socialiste a un précédent dans l'histoire. Ça se passe en 1932. C'est le Parti social-démocrate allemand qui refuse la proposition de front unique qu'enfin le Parti communiste allemand lui faisait. Et le résultat, ça a été la déroute absolue, parce que l'extrême centre a permis à Hitler de se tirer d'une élection où il n'avait pas gagné, l'a amené au pouvoir, et ensuite, tout le monde est mort. Voilà le résultat de ces stratégies. Tout le monde peut comprendre ça. Regardez comment ils s'y sont pris d'une manière insupportable. D'abord, ils s'en prennent à moi. Ça aussi, c'est sans précédent. On n'a jamais vu dans l'histoire de la gauche qu'un parti se mette comme ça à aboyer après l'un des responsables d'un autre parti. Vous imaginez qu'on en fasse autant? On va raconter leur vie à cela, ça va être pas mal aussi. Parce que moi, tout ce qu'ils ont réussi à trouver, c'est complotistes et antisémites, qui n'est en aucun cas une chose possible. Par contre, moi, ce que j'aurais à dire, c'est tout à fait possible, vu qu'ils l'ont vraiment fait. Faut que je rappelle l'affaire de la double nationalité, faut rappeler la mort de Rémi Fraisse, faut rappeler la loi permis de tuer, faut rappeler la loi El Khomri.
On n'oublie pas. On n'oublie pas. Mais on ne se laisse pas emporter par la haine, par les rancœurs et par les règlements de compte personnels. Je n'en aime aucun d'entre eux. Mais l'histoire commande, à la place qui m'a été donnée par mes camarades, de porter le discours de la tête froide que nous devons avoir. Il nous faut, dans cette élection, un front unique antifasciste. Nous en avons besoin, sinon nous serons écrasés les uns et les autres. Nous proposons 2 solutions possibles. Il y en a une qu'on écarte. Les socialistes, l'air mi-cuit, disent eh bien, celui qui arrive devant est devant et l'autre se désiste. T'as trouvé plus bête? L'autre ne se désiste pas. Ça, c'est dans une élection à 2 tours où il n'y a qu'un candidat et où il peut y en avoir que 2 au 2e tour. Sinon, ça revient à dire, vous savez très bien ce qui se passera. S'il y a devant une liste des socialistes et de leurs divers bagages accompagnés, et qu'on vous dit, au 2e tour, compte tenu du fascisme et de ceci et de cela, eh ben, il faut voter pour eux. Je sais très bien ce que vous allez faire. Comme la dernière fois. La dernière fois, au 2e tour de l'élection présidentielle, il y avait ceux qui votaient Macron, ceux qui votaient pas, ceux qui votaient blanc. Parce que vous êtes comme ça, et nous, c'est ça qu'on représente. C'est vous tous. Donc on ne va pas vous dire faites ci, faites ça. Vous savez ce que vous avez à faire en conscience. Mais là, qu'est-ce que ça donnerait? Des milliers de gens qui n'iront pas voter. Mais vous, vous êtes les plus conscients. Vous, c'est souvent vous qui direz il faut faire ce qu'il faut faire. Mais eux, non. Ils ont semé la haine. Ils ont raconté partout qu'on était des antisémites, des violents, que les antifascistes étaient tous des assassins. Et vous savez quoi? Ils en ont convaincu des paquets qui se disent « Ah ben non, on ne peut pas !» Vous regardez, quand il y a des analyses qualitatives, comme on dit, qui sont faites, les socialistes sont partagés en 3. Ceux qui ne veulent s'unir avec personne, ceux qui veulent bien s'unir s'il n'y a pas moyen de faire autrement, et ceux qui veulent vraiment. Ça veut dire que quelle que soit la décision qu'ils prennent, cet immense stratège que s'appelle Olivier Faure, qui sous la pression, qui n'a jamais été capable de tenir une ligne, ni de respecter sa parole et sa signature, sous la pression de Hollande, a accepté ce slogan absurde de dire « il faut se désister ». Se désister, c'est se condamner à perdre. Nous proposons donc 2 alternatives. Là où on a observé pendant la campagne, avec les listes, je préfère le dire franchement, le plus souvent, là où c'est les communistes qui sont en tête, et souvent là où c'est un écolo. Prenons des exemples, on pourrait citer Le Havre ou on pourrait citer Tours. Eh bien, là, on peut faire un accord programmatique. Parce qu'on a fait campagne, on continue à faire campagne et on voit qu'il y a moyen de moyenner et de gouverner en même temps la ville. Mais il y a des endroits où non, c'est pas possible. Je le sais aussi bien que vous. Alors, dans ces endroits, on fait autre chose. On fait une convergence antifasciste. Ça s'appelle un simple accord technique. On fait une seule liste, on se partage à la proportionnelle les postes. Celui qui est devant reste devant, celui qui est derrière reste derrière. Mais on y va tous ensemble. Pourquoi? Pour que tout le monde vote, que tout le monde ait un intérêt à voter, et qu'au 2e tour, tout le monde soit représenté. Nous autres, les insoumis, on est capable de dire ici ou là, on ne fait plus rien, au revoir. On n'est pas là pour des postes. Vous savez, on l'a fait aux élections régionales, dans les Bouches-du-Rhône. Quand on a vu qu'il y avait 2 listes, on serait écrasé par l'extrême droite, on a retiré la nôtre, à l'époque. Mais c'était une élection à 2 tours, avec à chaque fois une liste. Là, on ne parle pas de ça. Réfléchissez-y bien pour bien le comprendre et l'expliquer. Parce que la plupart de nos amis, à la seule idée de s'entendre avec des gens qui nous ont déjà trahis 2 fois, ils ont les cheveux comme ça sur la tête. Mais nous, notre rôle est d'expliquer, de comprendre, de mettre au point une stratégie qui épargne à notre pays la victoire de l'extrême droite. C'est ça qu'il faut faire. C'est cette ligne-là qu'il faut tenir, le front unique antifasciste. Parce que sinon, c'est la catastrophe pour tout le monde. Vous voyez que dans le cas numéro 2, chacun reste lui-même, chacun est représenté, et la bataille continue. Le désistement, non. Le ravage qu'a fait la direction du PS est absolument inouï.
Parce que qu'est-ce qui fédère tout le monde en face de nous? Nous l'avons vu une fois. Ce qui fédère tout le monde en face de nous, c'est la haine des insoumis. C'est comme ça qu'une barrière a été créée. Ils sont tous d'accord, ils voudraient être tous d'accord sur un point. Tous sauf insoumis. Et ils ne se rendent pas compte qu'en armant ce piège, c'est eux-mêmes qui sont tombés dedans. Parce qu'à partir de la fin de mon discours, et toute la semaine, la droite, les médias, tous vont leur dire tous les jours, alors, qu'est-ce que vous répondez à Mélenchon? Vous acceptez ou pas? Vous avez dit que vous n'en vouliez pas. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Ils vont dire, bon, on a dit, mais bon, on dira qu'on dirait, on a dit. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'ils vont faire. Mais nous n'avons pas intérêt à mettre de l'huile sur le feu. Nous avons intérêt à ce que ça se passe pour le mieux, c'est-à-dire que nous, on gagne des électeurs, et qu'on dise à tous ceux qui nous entourent, si vous voulez qu'il y ait une sortie raisonnable à cette bataille, alors c'est pour nous qu'il faut voter. Plus il y a d'insoumis, plus il y a de votes insoumis, plus les autres sont obligés de céder. Le seul vote utile de cette élection, c'est le vote insoumis quand on est de gauche. Voilà, amis, camarades, en m'excusant d'avoir été aussi long que je viens de l'être, comment nous voyons ce tableau et cette situation dans son aspect général, en dépit de la difficulté. Regardez bien, la victoire morale est de notre côté. Personne ne croit que la guerre de Netanyahou et de Trump soit une bonne guerre, qu'elle porte des bonnes valeurs, qu'elle ouvre sur un monde qui intéresse. Personne sur cette planète, à part une bande de dingues qui dirige, qui s'empiffrent, qui se gavent, mais qui sont une minorité humaine. Le grand nombre comprend que c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller. De la même manière, en Europe, tout le monde comprend que n'avoir aucune volonté pour faire respecter le droit international vous soumet partout et tout le temps à la loi du plus fort. La masse l'a compris, elle cherche son chemin, son point d'appui, elle va faire des percées inouïes. Vous allez voir en Grande-Bretagne, comme un certain nombre de camarades qui marchent vraiment pour marcher, il en faut. Hein. Bon, alors on ne comprend pas bien ce qu'ils disent. La gauche qui est sortie du parti labouriste, on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent. Nous, on comprend les insoumis. Et bien voilà que les Verts, maintenant, en Grande-Bretagne, ils parlent clair et net. Oh, ils ont dit un truc. Ils ont dit le sionisme est un racisme. Et si ils ont gagné. Ils ont gagné l'élection. Et surtout, c'est comme ça. Il y aura partout une droite, une gauche. Partout des collectivistes et des suprématistes. Partout, partout, partout. C'est cette tâche-là que chacun a sur ses genoux. C'est une grande tâche historique. Mes jeunes camarades, vous devez comprendre ça. Je vous parle sur ce ton pour l'avoir vécu. Les fascistes, c'est comme la mort. On ne fait qu'un voyage. Il n'y a pas de billet retour. Le billet retour, il est terrifiant. Pinochet est mort dans son lit. Tous les camarades qui avaient mené la lutte, avant, pendant, les armes à la main, tout le monde est mort. Ces choses-là sont incroyablement sérieuses. J'étais jeune homme quand a eu lieu le coup d'État. Et il y avait autour de moi des camarades qui disaient « Ah, ben ce coup-là, au moins, c'est clair !» Et ils étaient presque contents en se disant « Après, c'est la révolution ». Les communistes allemands disaient « Après Hitler, ce sera Thälmann, Ernst Thälmann, qui était le secrétaire général du Parti communiste. » Non, après Hitler, tout le monde est mort, Thälmann et les autres. C'est une partie vitale. Je ne la suis pas en train de la dramatiser. Ne croyez pas que ce seront des gens qui, petit à petit, vous apprendront à tous devenir racistes parce que vous ne le deviendrez pas pour la raison que vous n'en avez pas les moyens. Parce que nous sommes ce peuple déjà si heureux d'être si mélangé que nous le sommes. Ne croyez pas qu'ils vont rester civilisés et polis. Arrive toujours le moment où ils doivent prendre position sur ce qu'ils défendent. Et ce qu'ils défendent, c'est le capital, et rien d'autre. Et rien d'autre. Ni la nation, ni la patrie, ni le peuple. Le fric. Allez, je finis toujours avec une petite citation. C'est pas pour faire le pédant, mais c'est parce que je crois à la force des mots.
Alors j'ai dit, écoutez, vous savez pourquoi je fais une citation? C'est une statue. Vous avez tous vu des statues dans la rue? Il y en a des biens. Pas toutes, hein, mais il y en a des biens. Eh bien, des citations, il y en a des moches et il y en a des belles. Je vous en ai lu un paquet moche avant. Là, vous connaissez Éric Vuillard? Vous connaissez le bouquin 14 juillet? Ah, là, il y a un autre qui vient de sortir qui s'appelle Les Orphelins. Je ne suis pas son agent, hein, mais je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup le lire. Et surtout, 14 juillet, j'ai adoré. Alors, j'ai trouvé ça dans 14 juillet. Merci, Éric, d'avoir écrit ça. Il dit, on devrait plus souvent ouvrir nos fenêtres. Il faudrait, de temps à autre, comme ça, sans le prévoir, tout foutre par-dessus bord. Ça soulagerait. On devrait, lorsque le cœur nous soulève, lorsque l'ordre nous envenime, lorsque le désarroi nous suffoque, forcer les portes de nos Élysées dérisoires, là où les derniers liens achèvent de pourrir, et chouraver les Marocains, hein, pas les Marocains, chatouiller les huissiers, mordre les pieds de chaises et chercher la nuit sous les cuirasses la lumière. Voilà.